Si votre but dans la vie est de devenir riche, l'investissement dans la valeur est l'une des meilleures approches qui soit. Ce sont les mots prononcés par Guy Spier dans son livre L'éducation d'un investisseur dans la valeur, publié en 2014. Gérant du fonds Aquamarine Capital depuis 1997, il est aujourd'hui considéré comme l'un des investisseurs les plus respectés de l'univers de l'investissement dans la valeur. Mais ce qui rend son histoire fascinante, ce n'est pas sa performance, c'est sa transformation. Son parcours l'a conduit sur les traces de Benjamin Graham, puis sur celle de Mohnish Pabrai, avant de partager un déjeuner avec Warren Buffett. Un déjeuner qui lui coûtera 650 000 $. Et il raconte toute cette histoire dans son livre. Mais contrairement à beaucoup de livres sur l'investissement, celui-ci ne parle pas seulement d'argent. Il parle d'ambition, d'ego, d'erreur, d'environnement et surtout de transformation personnelle. Une transformation qui peut considérablement vous amener à vous enrichir vous aussi. Parce qu'au départ, Guy Spier avait tout pour réussir. Diplômé d'Oxford puis d'Harvard, il possédait ce qui ressemble sur le papier à une trajectoire parfaite, les meilleurs diplômes, les meilleures opportunités, et une carrière à Wall Street qui semblait déjà écrite. Vu de l'extérieur, tout était là. Le prestige, le statut, l'argent, la reconnaissance. Mais derrière cette image de réussite se cachait une réalité bien différente. À cette époque, Guy Spier était obsédé par une idée, réussir à tout prix. Comme beaucoup de jeunes ambitieux, il pensait qu'en accumulant les symboles extérieurs de réussite, le bonheur finirait naturellement par suivre. Puis, il finit par rejoindre le cabinet D.H. Blair à Wall Street. Et ce qui devait être le début d'une carrière brillante va devenir l'une des expériences les plus importantes, mais aussi les plus douloureuses de sa vie. Parce que, dans ce cabinet, Guy Spier découvre progressivement quelque chose qui va profondément le marquer. Parfois, à Wall Street, le produit vendu n'est pas l'investissement, c'est l'histoire. L'entreprise participait à la promotion de sociétés parfois extrêmement spéculatives, en construisant autour d'elle des récits suffisamment séduisants pour attirer les investisseurs particuliers. Et en apparence, tout le monde semblait y gagner. Les dirigeants levaient de l'argent, les courtiers touchaient leurs commissions, l'entreprise générait des revenus. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, Guy Spier commence à accepter des comportements qu'il aurait probablement jugés inacceptables auparavant. Et c'est exactement à partir de là que cette histoire devient passionnante. Parce que ce livre n'est pas simplement un livre sur l'investissement. C'est avant tout l'histoire d'un homme qui a compris qu'avant de construire un portefeuille exceptionnel pour devenir riche, il fallait d'abord construire un meilleur investisseur. Et même plus profondément, une meilleure version de soi-même. Sa rencontre avec Warren Buffett et Mohnish Pabrai ne va pas simplement transformer sa manière d'investir, elle va transformer sa manière de penser, sa manière de travailler et finalement sa manière de vivre. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce voyage à travers 3 chapitres. Premièrement, la rencontre avec Mohnish Pabrai. Deuxièmement, l'histoire du déjeuner à 650 000 $ avec Warren Buffett. Et enfin, nous découvrirons la checklist qu'il a lui-même développée et que tout investisseur dans la valeur peut utiliser. Avant de commencer, pour ceux qui découvrent la chaîne Page Liberté, bienvenue à vous. Moi, c'est Antoine. Je suis ingénieur spécialiste de l'investissement dans la valeur et certifié par l'autorité des marchés financiers. Ma mission, c'est de vous donner les clés pour devenir de meilleurs investisseurs, en nous inspirant de ceux qui ont obtenu des résultats exceptionnels avant nous. Parce qu'au fond, investir ne consiste pas simplement à apprendre à gagner de l'argent. Il s'agit surtout d'apprendre à mieux réfléchir, à mieux décider et à éviter certaines erreurs. Et comme le disait Warren Buffett, apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, nous allons justement essayer d'apprendre de l'une des histoires les plus fascinantes du monde de l'investissement. C'est celle de Guy Spier. Alors, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, et en une trentaine de minutes, essayons ensemble de comprendre comment un homme a transformé ses plus grandes erreurs en l'une de ses plus grandes forces. Forces qui, au passage, l'ont rendu très riche. Vraiment très très riche. C'est parti. Guy Spier est très clair dans son livre. S'il y a une personne qui a profondément changé sa trajectoire en tant qu'investisseur, et même en tant qu'homme, c'est Mohnish Pabrai. Hello. Mohnish Pabrai n'avait rien d'un parcours traditionnel à Wall Street. Son histoire ressemble presque davantage à une histoire d'entrepreneur qu'à une histoire de financier. Il est né et a grandi en Inde dans les années 60 et a fini par émigrer aux États-Unis dans les années 80 pour étudier, pratiquement sans argent. Quelques années plus tard, il lance une société informatique appelée Transtech qui connaîtra une croissance spectaculaire, jusqu'à atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas du tout sa réussite entrepreneuriale qui va attirer l'attention de Guy Spier. Mohnish développe une autre passion, l'investissement dans la valeur, et plus particulièrement une obsession presque maladive pour Warren Buffett. Il lit Buffett,
il étudie Buffett, il dissèque Buffett. Puis en 1999, il lance son propre fonds d'investissement appelé PiBRAI Fund. Et les résultats sont à couper le souffle. À tel point qu'en 2013, Forbes publie un article au titre presque irréel. Je cite « Comment Mohnish Pabrai a battu le marché de plus de 1100% depuis l'an 2000 ». Fasciné par cette histoire, Guy Spier décide d'assister à la réunion annuelle du partenariat de Mohnish à Chicago. Et durant cette réunion, une idée va particulièrement le marquer. Mohnish présente son investissement dans Frontline, une entreprise spécialisée dans le transport maritime de pétrole grâce à une flotte de grands pétroliers. Et il explique quelque chose d'assez simple mais extrêmement puissant. À cette époque, la capitalisation boursière de l'entreprise était devenue tellement faible qu'elle était inférieure au coût nécessaire pour reconstruire l'ensemble de sa flotte de navires. En d'autres termes, imaginez que construire tous les navires de Frontline à partir de zéro coûte 10 milliards de dollars. Mais qu'en bourse, l'ensemble de l'entreprise vaut 6 milliards de dollars. Cela signifiait qu'en achetant l'action, vous achetiez indirectement des navires déjà construits, déjà opérationnels et déjà capables de générer des revenus pour beaucoup moins cher que leur coût de fabrication réel. Ça, c'est typiquement de l'investissement dans la valeur. On paye 60 centimes et on obtient 1 euro. Mais le plus intéressant avec cette réunion annuelle, c'est ce qui se passe après. Après la séance, Guy Spier rentre à New York. Il prend simplement un stylo, une feuille de papier et écrit ces quelques lignes. Je cite « Cher Monsieur Pabrai, merci beaucoup de m'avoir invité à la réunion de votre partenariat. J'ai beaucoup appris sur la vie et sur l'investissement. Et j'ai rencontré des personnes formidables. Rien de plus. Pas une demande, pas une faveur, pas un rendez-vous. Simplement un merci sincère. » Et c'est là que quelque chose d'assez inattendu se produit. Mohnish est touché. Parce qu'apparemment, Guy Spier était la seule personne à lui avoir écrit une lettre manuscrite après cette réunion. Et 6 mois plus tard, Mohnish lui envoie un email pour lui proposer une rencontre. Et cette rencontre va complètement changer la trajectoire de sa vie. Guy Spier dira plus tard que cette lettre ressemblait à un billet de loterie et qu'il venait tout simplement de gagner le gros lot. Parce que progressivement, il va se rapprocher de Mohnish Pabrai et en apprendre plus sur lui et sa manière d'investir. Il découvre que c'est un homme profondément en paix avec lui-même, quelqu'un d'aligné avec ses valeurs, quelqu'un qui n'essaie pas de jouer un personnage, quelqu'un d'authentique. Et dans un univers comme Wall Street, ce genre de profil est beaucoup plus rare qu'on ne pourrait le croire. Il découvre aussi que Mohnish pratiquait ce qu'il appelait le clonage. Pour le citer, « Je n'ai jamais eu une idée originale de toute ma vie. » Parce que derrière cette phrase se cache une idée extrêmement puissante. Pourquoi réinventer la roue quand quelqu'un a déjà trouvé une méthode qui fonctionne ? Après tout, c'est aussi comme ça que le progrès avance. Nous observons les meilleures idées, puis nous les adaptons à notre manière. Et au fil des années, les deux hommes se rapprochent. Ils échangent régulièrement sur leurs investissements, leurs erreurs, leurs biais psychologiques et leurs réflexions. Mais surtout, ils construisent quelque chose d'assez rare à Wall Street. Une relation presque dépourvue d'ego. Il n'y avait pas cette logique « je dois avoir raison, je dois paraître plus intelligent, je dois battre l'autre ». Non, pas du tout. Ils cherchaient simplement à progresser ensemble. Et Guy Spier comprendra alors une idée qui deviendra centrale dans sa vie. Votre environnement façonne votre comportement. Entourez-vous de personnes obsédées par le statut, l'argent et la compétition permanente, et vous finirez comme eux. Entourez-vous de personnes honnêtes intellectuellement, disciplinées et tournées vers l'apprentissage, et progressivement, vous commencerez à leur ressembler aussi. C'est cette relation qui va finalement conduire les deux hommes vers un événement devenu légendaire dans l'univers de l'investissement dans la valeur. Une enchère caritative pour un déjeuner avec Warren Buffett. Une enchère qu'ils partageront et qui atteindra près de 650 000 $. C'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Parce que oui, Mohnish Pabrai et Guy Spier ont remporté l'enchère à 650 000 $ pour partager un déjeuner avec Warren Buffett, le 25 juin 2008. Mais avant ce déjeuner devenu mythique, Guy Spier avait déjà eu l'occasion de croiser Warren Buffett à plusieurs reprises. Déjà à travers son fonds Aquamarine Capital, Guy Spier a toujours détenu une participation importante dans Berkshire Hathaway. Une position qui lui a d'ailleurs permis de traverser certaines périodes difficiles, notamment la crise de 2008. Cette exposition dans Berkshire Hathaway l'a naturellement conduit à assister à plusieurs reprises aux assemblées générales de Berkshire Hathaway. Et lors de l'une d'entre elles, il s'est même retrouvé assis au premier rang aux côtés de Mohnish Pabrai, avec une vue absolument parfaite sur Warren Buffett et Charlie Munger. Au fil des années, Guy Spier était déjà progressivement imprégné de la manière de penser de Warren Buffett et de Charlie Munger, de leur philosophie d'investissement, mais aussi de leur façon de voir le monde. Et avant même ce fameux déjeuner, Guy Spier avait également souhaité découvrir de plus près la fondation Glide.
l'organisation caritative que Warren Buffett avait choisi de soutenir à l'époque. Il s'est donc rendu à San Francisco afin d'en apprendre davantage sur cette remarquable organisation, dont la mission était de bâtir une communauté radicalement inclusive, plus juste et plus bienveillante. Parmi ses nombreuses initiatives, Glide propose des services de santé et distribue plusieurs centaines de milliers de repas par an à des personnes dans le besoin. C'est Suzanne, la défunte épouse de Warren Buffett, qui lui avait présenté cette association. Suzanne était une femme dotée d'une générosité absolument exceptionnelle. Warren avait alors commencé à soutenir cette cause en mettant chaque année aux enchères son célèbre déjeuner caritatif en ligne. Et après le décès de Suzanne en 2004, il avait choisi de poursuivre cette initiative. 100% du montant collecté pour l'enchère de son déjeuner était reversé à la fondation Glide. Donc bien avant même de s'asseoir à cette table avec Warren, Guy Spier avait déjà été profondément marqué par l'immense générosité, presque sans limite, dont Warren Buffett faisait preuve. Guy Spier et Mohnish Pabrai sont venus avec leurs femmes respectives et aussi les filles de Mohnish Pabrai. Lorsqu'ils ont finalement rencontré Warren Buffett, ils se sont installés dans un coin du restaurant. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne s'agissait pas d'un espace privé ou isolé. Ils étaient simplement au milieu des autres tables, au milieu des clients, dans une atmosphère étonnamment simple et naturelle. Pas de salle privée, pas de sécurité particulière, pas de mise en scène, simplement une table parmi les autres. Et très rapidement, Warren Buffett a su mettre tout le monde à l'aise. Fidèle à lui-même, il a même commencé à plaisanter, à échanger quelques mots avec les filles de Mohnish Pabrai, à détendre l'atmosphère presque instantanément. Au moment de commander, aucune surprise. Warren Buffett a choisi un steak saignant, accompagné de frites, et un cherry coke. Un choix plutôt cohérent quand on sait que Berkshire Hathaway figure parmi les plus gros actionnaires de Coca-Cola. Pendant près de 3 heures, ils se sont laissés porter par une succession de conversations passionnantes. Ils ont parlé de tout, d'investissement, de voyages, d'histoire. Warren Buffett a également expliqué que le livre Security Analysis de Benjamin Graham avait été pour lui une véritable boussole, presque son saint graal. D'ailleurs, je vous rassure, ce livre sera bientôt résumé sur la chaîne lui aussi. Puis la discussion a pris une tournure plus profonde. Warren a insisté sur quelque chose qu'il considère essentiel. L'importance de rester fidèle à ses propres valeurs, plutôt que de laisser sa vie être dictée par des forces extérieures, comme le regard des autres ou la pression sociale. Pour le citer, il est très important de vivre sa vie en suivant une carte de score interne, pas une carte de score externe. Et pour illustrer cette idée à sa manière, il a posé une question très simple à Guy Spier. Je cite. « Préféreriez-vous être le pire époux au monde, tout en étant publiquement reconnu comme le meilleur, ou être le meilleur époux au monde, tout en étant publiquement reconnu comme le pire ?» Cette idée est fondamentale, parce qu'au fond, l'une des caractéristiques les plus profondes de Warren Buffett, c'est qu'il vit sa manière extraordinairement alignée avec sa propre carte de score interne. Il ne cherche pas simplement à faire ce qu'il paraît juste aux yeux des autres, il cherche à faire ce qu'il considère sincèrement comme juste. Et c'est ce qui a complètement choqué tout le monde. Warren Buffett n'a rien de faux, rien de calculé, rien de forcé. Il ne ressent aucun besoin de trahir ses principes ou de compromettre ses convictions pour satisfaire des attentes extérieures. D'ailleurs, cette philosophie se retrouve aussi dans sa manière de gérer Berkshire Hathaway. Buffett leur a expliqué qu'il existe certaines décisions qu'il pourrait prendre au sein de Berkshire Hathaway pour la rendre plus grande, plus rentable, plus performante, mais il n'est tout simplement pas prêt à les prendre. Par exemple, il préfère éviter des licenciements lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. De la même manière, il conserve parfois certaines participations qu'il pourrait pourtant remplacer assez facilement par d'autres entreprises potentiellement plus rentables. Ou encore, certains investisseurs ont déjà estimé que Berkshire pourrait être beaucoup plus profitable si l'entreprise déplaçait son domicile fiscal aux Bermudes, comme le font d'ailleurs plusieurs compagnies d'assurance. Une décision qui serait parfaitement légale et qui pourrait permettre d'économiser des dizaines de milliards d'impôts par an. Mais Buffett ne veut pas s'installer aux Bermudes. Parce qu'il est bien là où il est, chez lui, à Omaha, proche des personnes qu'il aime. Et parfois, chez Buffett, certaines décisions ne sont pas guidées par l'optimisation maximale. Elles sont simplement guidées par ce qu'il estime être juste. Et Guy Spier explique que cela a probablement été l'une des plus grandes leçons qu'il a retirées de ce déjeuner. Selon lui, une grande partie de la force de Warren Buffett vient de cette connaissance presque inébranlable qu'il a de sa véritable identité et de la manière dont il souhaite réellement vivre sa vie. Il n'y a aucun artifice chez lui, aucun personnage à jouer, aucun besoin de suivre les normes, les attentes ou les opinions des autres. À un moment, Guy Spier lui a demandé s'il avait consciemment conçu cette structure si particulièrement et extrêmement décentralisée de Berkshire Hathaway. Et la réponse de Buffett est fascinante. Il lui a expliqué que Berkshire fonctionne aussi bien, non pas parce que cela maximise ses rendements, mais simplement parce que cela correspond à sa personnalité. Vous avez compris le message derrière ? Pour réussir, il faut faire ce que l'on aime. Et Warren Buffett est devenu l'un des plus grands investisseurs de tous les temps,
en restant profondément fidèle à lui-même. Il n'a jamais voulu s'endetter pour investir. Il n'a jamais succombé à cette peur si répandue de passer à côté d'une opportunité. Il n'a jamais voulu surpayer. Il n'a jamais acheté à n'importe quel prix. Et il a toujours préféré rester patient et fidèle à ses principes. Et selon Warren Buffett, les erreurs les plus douloureuses des investisseurs, même des plus talentueux, viennent souvent de là. Vouloir aller trop vite, vouloir forcer les choses, vouloir courir après ce que les autres poursuivent. Pour le citer, Charlie et moi avons toujours su que nous deviendrions très riches. Mais nous n'étions pas pressés. Et il a ajouté ces mots pendant le déjeuner. Si vous êtes un investisseur ne serait-ce que légèrement supérieur à la moyenne, que vous dépensez moins que ce que vous gagnez, alors vous n'avez pratiquement pas d'autres options que de devenir très riche au cours de votre vie, à condition d'être patient. Il a ainsi construit autour de lui un univers dans lequel il se sent profondément à sa place, un environnement calme, paisible, parfaitement adapté à sa personnalité, dans lequel il peut réfléchir avec sérénité et fonctionner à son meilleur niveau. En choisissant Omaha comme siège de Berkshire Hathaway, il est volontairement resté loin de l'agitation permanente de Wall Street, loin de cette foule surexcitée qui anime les grands centres financiers. Et cela va encore plus loin. Buffett laisse très souvent son téléphone éteint. Il utilise à peine des emails. Son agenda est volontairement presque vide. Et surtout, il dit énormément plus souvent non que oui. Parce qu'il protège son attention. Buffett a compris quelque chose de fondamental. Un investisseur n'a pas uniquement besoin de sélectionner des banques d'entreprise. Il doit aussi apprendre à sélectionner les informations qu'il autorise à entrer dans son esprit. Parce qu'à partir du moment où votre attention est constamment dispersée, votre capacité à réfléchir clairement l'est aussi. Et pour expliquer cette idée, Warren Buffett utilise une analogie extrêmement parlante. Lorsque vous lancez un galet dans un étang parfaitement calme, les ondulations apparaissent avec une immense clarté. Chaque mouvement devient visible, à condition que l'étang reste parfaitement calme. Parce que si l'eau est agitée dans tous les sens, alors plus rien n'est réellement perceptible. L'investissement fonctionne exactement de la même manière. Si vous voulez voir émerger de grandes idées, de belles opportunités, vous avez besoin d'un étang calme. Autrement dit, vous avez besoin d'un esprit paisible, clair et profondément satisfait. Parce qu'un esprit constamment agité, distrait ou anxieux finit par perdre sa capacité à réfléchir avec lucidité. Et cette idée rappelle une citation attribuée à Blaise Pascal. Je cite « Tous les malheurs de l'homme viennent de son incapacité à rester seul, assis tranquillement dans une pièce. » Il existe cependant, selon Guy Spier, au moins une dimension de Warren Buffett qui est presque impossible à reproduire. C'est sa puissance intellectuelle. Durant ce déjeuner, Guy Spier a eu l'impression que l'esprit de Warren Buffett fonctionnait simultanément sur 5 niveaux différents à la fois. Cela peut paraître décourageant, mais en fait cela a été profondément libérateur pour l'auteur. Parce qu'à partir de cet instant, il a cessé d'essayer de devenir le prochain Warren Buffett. Il a cessé d'essayer de rivaliser avec lui. Et il a compris que la seule véritable opportunité qui se présentait à lui n'était pas de devenir le prochain Warren Buffett. C'était de devenir la meilleure version de Guy Spier qu'il pouvait être. Warren Buffett leur a d'ailleurs sorti cette blague pendant le déjeuner. Comment voulez-vous battre Bobby Fischer aux échecs ? La réponse, ne jouez tout simplement pas aux échecs. Autrement dit, il n'y avait aucun sens à entrer dans une compétition sur un terrain où quelqu'un d'autre possède un avantage naturel écrasant. Et c'est probablement la leçon la plus profonde qu'il a retenue de ce déjeuner. Abandonner cette idée, ce fantasme de devenir le prochain Warren Buffett, pour devenir simplement une version plus sincère, plus authentique de lui-même. Comme Warren Buffett lui a enseigné, le véritable chemin vers le succès passe d'abord par l'authenticité. Finalement, Guy Spier n'est pas reparti de ce déjeuner avec une formule secrète pour choisir ses actions. Il est reparti avec quelque chose de bien plus précieux. Vivre selon sa propre carte de score interne. Protéger son esprit, être patient et rester fidèle à soi-même. Et au fond, le véritable avantage concurrentiel de Warren Buffett n'a jamais été son intelligence. Son véritable avantage concurrentiel, c'est peut-être beaucoup plus simple. Il avait compris très tôt qui il était. À travers ses expériences, ses erreurs, mais aussi ses rencontres marquantes qu'il a faites tout au long de son parcours, Guy Spier a progressivement fini par construire une véritable série de règles d'or. Une sorte de checklist personnelle destinée à l'aider à rester discipliné, lucide et fidèle à lui-même en tant qu'investisseur dans la valeur. Et c'est justement ce que nous allons découvrir ensemble dans cette dernière partie. Parce que ça peut clairement vous aider, vous, en tant qu'investisseur. Il y a précisément 8 règles. La première consiste à arrêter de vérifier le cours de ses actions tous les jours. Parce que le véritable problème, c'est que les mouvements permanents des marchés finissent par nous pousser à agir, à réagir, à réfléchir en permanence à court terme. Et très souvent, cette agitation nous conduit à prendre des décisions totalement irrationnelles.
Une action monte, on s'excite. Une action baisse, on panique. Et sans même vous en rendre compte, vous devenez prisonnier des fluctuations quotidiennes du marché. Et il y a quelque chose d'incroyablement libérateur lorsqu'on réalise que notre portefeuille peut continuer à très bien fonctionner, même lorsque nous arrêtons de le regarder en permanence. La deuxième règle, c'est que si quelqu'un essaie de vous vendre quelque chose, ne l'achetez pas. Parce que notre cerveau est extrêmement mauvais pour prendre des décisions parfaitement rationnelles lorsqu'il se trouve face à un vendeur talentueux. Un vendeur capable de dérouler un discours convaincant, détaillé et parfaitement huilé. Même les personnes intelligentes ne sont pas immunisées contre cela. Et Guy Spier en a pleinement conscience. C'est pour cette raison qu'il a pris une décision très simple. Ne jamais s'autoriser à acheter quelque chose que quelqu'un essaie activement de lui vendre. Évidemment, à court terme, cette approche peut parfois lui faire manquer certaines opportunités. Mais à l'échelle d'une vie entière, il est convaincu qu'il a énormément plus à gagner en prenant ses distances avec les personnes qui ont un intérêt personnel direct à lui faire acheter quelque chose. Au fond, c'est une application extrêmement simple d'un principe fondamental en économie, celui de la sélection adverse. Comme dirait Charlie Munger, tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir afin de ne jamais y aller. Troisième règle, ne jamais parler directement aux dirigeants des entreprises dans lesquelles il investit. Et sur ce point, beaucoup d'analystes et d'investisseurs expérimentés ne seraient probablement pas d'accord avec lui. Mais selon son expérience, dès qu'il rencontre personnellement une direction, cela influence inévitablement son jugement rationnel sur l'entreprise. Il vaut mieux observer les dirigeants à distance plutôt que d'entrer directement dans leur champ d'influence en les rencontrant en face à face. Parce qu'une fois que l'émotion, le charisme ou l'admiration personnelle entrent dans l'équation, il devient beaucoup plus difficile de rester parfaitement objectif. Pour lui, tout devrait être suffisamment clair à travers le travail de recherche, de lecture des états financiers, des rapports annuels, des informations publiquement disponibles. D'ailleurs, c'est exactement le travail que je réalise chaque mois dans la newsletter Page et Liberté. Plutôt que de commenter l'actualité ou les mouvements de marché, je sélectionne une entreprise et je la démonte pièce par pièce. Avantages concurrentiels, état financier, valorisation, risque, allocation de capital. Si ce type d'analyse poussée vous intéresse, le lien est en description. Vous recevrez gratuitement la prochaine édition directement dans votre boîte mail. Quatrième règle, faites vos recherches d'investissement dans le bon ordre. Parce que comme Charlie Munger l'a souvent expliqué, dans ses réflexions sur les causes des erreurs de jugement humain, la première idée qui entre dans notre esprit est souvent celle qui y reste. Il explique que l'esprit humain ressemble beaucoup à un ovule humain. Un ovule possède une sorte de mécanisme de verrouillage. Lorsqu'un spermatozoïde le pénètre, il se ferme immédiatement afin qu'aucun autre ne puisse ensuite entrer. Et selon Charlie Munger, notre cerveau fonctionne souvent exactement de la même manière. La première idée que nous absorbons a tendance à verrouiller notre réflexion. Ensuite, inconsciemment, nous cherchons surtout les informations qui viennent confirmer cette première impression. C'est précisément pour cela que les premières recherches que vous effectuez lorsque vous analysez une entreprise sont probablement les plus importantes de toutes. Et personnellement, c'est la raison pour laquelle toutes mes analyses que j'envoie dans mes newsletters suivent toujours exactement le même ordre. Comprendre l'avantage concurrentiel, vérifier les chiffres, étudier les risques, puis seulement après, regarder la valorisation. Je commence toujours par les sources les plus objectives, les moins biaisées possibles. Je commence d'abord par regarder les sources publiques de l'entreprise, le rapport annuel, le rapport 10K, le rapport 10Q ou encore le proxy statement. Ces documents ne sont évidemment pas parfaits, mais ils sont généralement préparés avec énormément de rigueur et d'attention, particulièrement aux États-Unis. Puis après seulement, je m'autorise à regarder les sources moins objectives, les annonces de résultats, les communiqués de presse ou encore les avis des analystes. L'idée ici est extrêmement simple. Nous devons faire très attention à l'ordre dans lequel nous consommons les informations. Autrement dit, ne mangeons pas le dessert avant d'avoir commencé le plat principal. Cinquième règle, discutez de vos investissements uniquement avec des personnes qui n'ont pas d'arrière-pensée. Guy Spier aimait énormément échanger avec d'autres investisseurs, mais pas avec n'importe qui. Il privilégiait avant tout les personnes capables de penser de manière indépendante, sans agenda caché, sans ego démesuré et sans intention de manipulation. C'est pour ça qu'il adore discuter avec Monish Pabrai. Au fond, en tant qu'investisseur, nous avons énormément à gagner à confronter nos idées et à mettre nos connaissances en commun avec d'autres personnes intelligentes. Un bon échange peut parfois nous permettre de voir ce que nous avions manqué seuls. Mais cela ne fonctionne réellement qu'à une seule condition, être entouré de personnes capables de contrôler leur ego. Des personnes qui cherchent la vérité avant de chercher à avoir raison. Et si parmi ces personnes se trouve un Buffett, un Munger ou un Pabrai, alors tant mieux. Sixième règle d'or. Une règle qui, cette fois-ci, lui vient directement de Monish Pabrai. Ne jamais acheter ou vendre les actions lorsque le marché est ouvert. En tant qu'investisseur dans la valeur, nos intérêts sont presque totalement opposés
à ceux des traders de Wall Street. Eux sont récompensés pour leur activité permanente. Nous sommes récompensés pour notre capacité à rester immobiles. Au fond, notre travail est beaucoup plus simple que l'on l'imagine. Il suffit d'identifier une poignée d'entreprises que nous comprenons réellement, les acheter lorsqu'elles sont sous-évaluées, puis ne presque plus rien faire. Mais lorsque le marché est ouvert, tout est conçu pour nous pousser à réagir émotionnellement. Les cours clignotent, les prix bougent en permanence, les médias s'excitent, les investisseurs paniquent ou s'euphorisent. Et dans ce brouhaha constant, il devient extrêmement difficile de conserver une pensée calme et rationnelle. En passant ses ordres en dehors des heures de marché, Guy Spier peut prendre ses décisions dans le calme, loin de la folie quotidienne de Monsieur le Marché. Et comme disait Benjamin Graham, nous devons essayer de faire Monsieur le Marché notre serviteur et surtout pas notre maître. 7e règle d'or. Si un titre s'effondre juste après votre achat, attendez au moins 2 ans avant d'envisager de le vendre. Celle-ci, elle est particulièrement puissante, parce qu'en réalité, nos émotions jouent un rôle immense dans nos décisions d'investissement. Lorsqu'une action monte fortement, la tentation de vendre peut devenir euphorique. On ressent de la satisfaction, parfois même de l'excitation. Mais lorsqu'un titre chute brutalement après notre achat, les émotions deviennent encore plus dangereuses. Parce qu'à ce moment-là, apparaissent la peur, le regret, le dégoût de soi, parfois même la honte. Et toutes ces émotions peuvent complètement court-circuiter notre capacité à réfléchir rationnellement. Mais cette règle nous oblige à être beaucoup plus prudents avant même d'acheter. Vous savez qu'une fois votre décision prise, vous devez être capable de vivre avec pendant longtemps. Et cela vous pousse également à être beaucoup plus rationnel avant de vendre dans la panique. Cette idée me rappelle d'ailleurs l'une des règles d'investissement les plus célèbres de Warren Buffett. Et honnêtement, selon moi, c'est probablement la plus puissante de toutes. Je cite. « Je pourrais améliorer votre bien-être financier en vous donnant une carte avec seulement 20 fentes, représentant les investissements que vous pourriez réaliser au cours de votre vie. Un poinçon égale une entreprise achetée. Une fois la carte entièrement poinçonnée, vous ne pourriez plus investir dans d'autres sociétés. Avec de telles règles, vous réfléchiriez vraiment à ce que vous faites. Vous seriez obligé de penser à 2 fois à chacune de vos décisions. Et au final, vous feriez probablement beaucoup mieux. Et imaginez un instant cette idée. Commencez votre vie d'investisseur avec seulement 20 cartouches. 20 décisions d'investissement pour toute une vie. Seulement 20. Pas une de plus. C'est extrêmement contraignant. Mais au fond, c'est probablement exactement comme cela que nous devrions apprendre à raisonner sur le très long terme. Et enfin, 8e règle, ne parlez pas publiquement de vos investissements actuels. Parce qu'il est psychologiquement extrêmement difficile de revenir en arrière après avoir pris position publiquement sur un investissement. À partir du moment où vous annoncez quelque chose devant tout le monde, votre ego entre immédiatement dans l'équation. Et ensuite, même lorsque vous commencez à douter, même lorsque vous réalisez que vous avez peut-être commis une erreur, il devient beaucoup plus difficile de changer d'avis. C'est pour cela que Guy Spier considère qu'exposer publiquement ses positions est l'un des pièges psychologiques les plus dangereux pour un investisseur. À ce titre, on pourrait légitimement se demander si les créateurs de contenu finance qui partagent leur portefeuille sur les réseaux sociaux font preuve soit d'un énorme courage, soit d'une inconscience totale. Évidemment, cela ne signifie pas qu'il faut investir complètement seul dans son coin. Il ne s'agit pas d'une règle draconienne. Vous pouvez parfaitement avoir un cercle proche d'amis investisseurs avec lesquels vous échangez librement. Mais selon Guy Spier, la plupart des investisseurs individuels auraient probablement intérêt à rester relativement discrets sur leur position actuelle. Il est tellement plus facile de réfléchir sereinement lorsque vous n'avez pas constamment à vous demander comment les autres vont vous juger. Mais malgré tout, j'espère sincèrement que vous vous sentirez suffisamment à l'aise sur la chaîne Page et Liberté pour échanger avec moi ou avec les autres membres de la communauté autour de vos réflexions et de vos investissements. En observant Warren Buffett et Monish Pabrai aussi bien de loin que de près, Guy Spier a progressivement appris à devenir un meilleur investisseur, un meilleur businessman, mais aussi un meilleur homme. Et cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a commencé au départ à travers la lecture de la biographie de Warren Buffett, puis elle s'est poursuivie à travers les célèbres lettres aux actionnaires de Berkshire Hathaway, jusqu'à ce fameux déjeuner. C'est l'idée centrale de toute cette histoire. La meilleure manière d'apprendre et de progresser consiste à s'entourer, de près comme de loin, de meilleures personnes. Comme Warren Buffett l'a dit au déjeuner, passez du temps avec des gens meilleurs que vous, et vous finirez inévitablement par vous améliorer. Alors malheureusement, vous et moi, nous n'avons pas encore 650 000 $ à dépenser dans un déjeuner avec Warren Buffett. Mais nous avons malgré tout accès à un outil absolument redoutable. Ce sont les livres. Parce que ces personnes extraordinaires ont pris le temps pendant des centaines d'heures de coucher sur papier des idées, des principes et des réflexions qu'elles ont parfois accumulées pendant des dizaines d'années. Et c'est précisément la mission de Page et Liberté. Essayez de vous retransmettre aussi fidèlement que possible
ses pensées et ses enseignements afin de vous aider vous aussi à devenir des meilleurs investisseurs. C'est ainsi que nous apprenons le mieux, en observant des personnes meilleures que nous, en étudiant leur comportement, en comprenant leur manière de penser, puis en expérimentant nous-mêmes l'efficacité, la sérénité et le bien-être que leur approche peut apporter. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin dans cette philosophie et approfondir toutes les idées que nous avons abordées dans cet épisode, vous pouvez retrouver le livre via le lien en description, ce qui permettra au passage de soutenir la chaîne. Et si vous ressortez de cette vidéo avec quelques idées nouvelles, quelques réflexions supplémentaires, alors sentez-vous libre de vous abonner à la chaîne Page Liberté afin de ne pas manquer le prochain épisode. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Tous vos retours sont précieux. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin dans vos analyses, passer concrètement de la théorie à l'action et appliquer avec moi toutes les méthodes que nous découvrons ensemble sur la chaîne Page Liberté, alors rejoignez la newsletter via le lien en description. La prochaine analyse est déjà en préparation. Chers investisseurs, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur la chaîne Page Liberté.